Morgan Lagravière, je ne sais même plus quel âge t'as d'ailleurs. Oh purée. Faut 35, pas juger au par là. cheveux, hein, faut faire gaffe ça. Papa de 2 enfants. Non, avec Morgan, ça fait un petit moment maintenant qu'on navigue ensemble depuis 2020. On a commencé par faire le tour de l'Europe ensemble. Après, on a fait la Transat Jacques Vabre 2021. Et Momo, c'est quelqu'un qui navigue sur beaucoup de supports différents. Je pense que ça fait une de ses grandes forces, il vient de l'olympisme. Il a navigué en Forti pas mal, en Figaro, en Ultime, en Imoca, en classe 40, en Figaro. Et je pense que c'est vraiment ce côté-là qui lui donne je pense un petit truc en plus pour bien comprendre les bateaux. Et c'est vrai que dans le développement à la fois de l'ancien bateau et de ce bateau-là, c'est un atout incroyable de l'avoir avec nous. En plus de humainement bien s'entendre, d'être aligné sur plein de choses, sur les valeurs, sur la façon de faire, de naviguer, de prendre du plaisir à bord, on se retrouve bien. Et voilà, une présentation de Momo. Il est tellement connu qu'on n'a plus besoin de le présenter, le Toto. Hein. C'est vrai que c'est devenu quelqu'un d'incontournable dans la course au large, notamment ces dernières années, au moins pour ses résultats sportifs. Après, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie à la base plus pour sa dimension humaine que pour le sportif. Toto en a parlé, mais bien avant de parler de résultats et puis d'objectifs plutôt par de plaisir quoi en fait. Hein. C'est vrai qu'on est là pour s'éclater, prendre du bon temps et puis au travers finalement cette manière d'aborder les choses, aller chercher un résultat mais qui est plus la conséquence de tout ça que réellement un objectif en soi. Et c'est vrai qu'avec Toto on s'est quand même bien trouvé. On s'est découvert il y a 2-3 ans effectivement sur le Tour de l'Europe. Et comme disait Toto, c'est vrai qu'on partage un état d'esprit assez proche, tout en étant assez finalement différents sur nos façons d'aimer les choses quelque part, et ce qui fait en fait de notre duo, je pense, un duo très complet, très complémentaire. Donc en fait les choses se font assez naturellement, sans forcer le trait, et c'est ce qui est super agréable, quoi. C'est vrai que quand on est soi-même, en général on est à 100% de ses moyens et son potentiel et on s'éclate, donc je pense que voilà, c'est la chance qu'on a dans notre duo, c'est d'être bien, d'être heureux et puis de prendre du plaisir, hein. Je crois que c'est le maître mot. Hein. Ouais, je pense qu'il faut. Ça reste long, les transats Jacques Vabre, c'est des courses en double qui sont longues, c'est pas une transat en plus en route directe. Donc on va passer entre 15 et 18 jours tous les deux dans un espace assez réduit, donc il faut quand même qu'il y ait une vraie entente et complicité. Je pense que c'est ça qui peut faire la différence. Et c'est vrai que là avec Morgan, plus le temps passe et plus on navigue ensemble, et finalement j'allais dire on n'a plus besoin de se parler, mais évidemment il y a beaucoup d'échanges, mais on se comprend très vite et il y a un feeling sur qui fait quoi à bord, sur la façon de faire, la façon de fonctionner, à la fois dans les manœuvres, dans la façon de faire progresser le bateau. Moi je m'appuie aussi beaucoup sur Morgan qui a un vrai feeling avec tout ça. Et ouais, ça en fait un truc où on est assez complice, ouais, bon. Ouais, on s'est pas posé de questions, hein. Tout de suite, moi, quand il y a eu ce projet de construction de bateau, il y avait forcément la Jacques Vabre sur le chemin. Et après la Jacques Vabre, on n'a pas arrêté finalement de travailler ensemble. Alors un peu moins parce que c'était une année solo, mais pendant l'année Route du Rhum, Morgan aussi était pas mal présent pour m'aider. Et donc ouais, il n'y a pas eu la question s'est pas posée de faire avec quelqu'un d'autre en fait. L'envie de continuer avec Morgan, elle est coulée de source. Je l'ai vu déjà physiquement, parce que c'est vrai quand il a gagné la Route du Rhum, je me rappelle encore ce souvenir. J'étais en début de convoyage avec le trimaran Gitana que je ramenais en Europe. Et en fait, j'ai vu passer Thomas, j'ai vu passer Charlie et Jérémy derrière, et c'est des images pour moi qui étaient assez marquantes parce que c'était pas encore fait. Et je me suis imaginé toutes les émotions que Toto allait ressentir à ce moment-là. Donc c'était quand même, symboliquement, c'était un grand moment. Et puis après, on s'est eu en plus en visio, moi j'étais en mer. Et on s'est eu en visio peu de temps après son arrivée, et c'est des moments chouettes quand on sait ce qu'on a vécu avant et ce qu'il a enduré pendant la course et tout le travail qui a été mis en place effectivement en amont, auquel j'ai assisté plus ou moins à distance, plus ou moins en présentiel.
Mais voilà, après, Thomas, bien avant la Transat Jacques Vabre, il avait déjà gagné des courses. La Transat Jacques Vabre, ça a été un catalyseur peut-être en IMOCA, parce que c'était la première victoire dans le cadre de son projet en IMOCA. Donc ça a peut-être débloqué psychologiquement aussi quelque chose. Peut-être mis en confiance aussi sur un support dans la cour des grands, peut-être. Mais il avait déjà toutes les cartes en main. Et puis même s'il n'avait pas forcément tout le temps gagné en avant-saison sur des exercices un peu différents, on sait que Thomas, dès qu'il est au large, en solitaire ou en double, et qu'il y a la notion un peu de durée, de temps, il a quelque chose en plus des autres, quoi. Donc et de ses concurrents directs, donc c'est sûr que c'est pas vraiment une surprise en soi. C'est vrai qu'on est parti d'un cahier des charges défini avec tout un groupe. C'est vrai que c'est des machines, on passe pas une commande à un archi, un chantier, et on nous livre un bateau pied en main, prêt à naviguer. C'est un travail qui est long, qui est lourd, qui implique beaucoup de monde. Et c'est vrai que le choix de travailler avec un architecte peut-être différent de ce qui se faisait avant, mais pas moins talentueux, et avec cette association du coup avec Antoine Coche et Philo Conque, qui a accompagné tout le bureau d'études de notre équipe, a permis de sortir ce bateau qui nous donne beaucoup de plaisir. Et on en parlait tout à l'heure, c'est une des clés de la perf, c'est vraiment ça, et c'est là où justement on se retrouve bien avec ce duo. C'est dans l'envie de prendre son pied, quoi, parce qu'on a vraiment des bateaux formidables. On est en plus dans une transition course au large où en quelques années on a fait progresser les bateaux de façon incroyable. Et ce bateau-là, on le voulait plus marin, moins humide, barrable. Alors tout ça fait que assez typé pour le portant aussi. Donc forcément de cocher tout ça, il faut faire des compromis. Et finalement les allures où on imaginait que le bateau serait peut-être un petit peu en deçà pour pouvoir répondre justement à ce cahier des charges, finalement il n'est pas tant que ça. Et on se rend compte que c'est un bateau qui n'a pas beaucoup de trous. Et par contre qui a vraiment des gros points forts. Et donc qui sont le passage dans la mer, le portant et le plaisir, parce que c'est un bateau maintenant qu'on barre, ce qui m'était pas arrivé en fait en IMOCA depuis 2015. Finalement on a des bateaux qui sont des carènes très tendues, qui rentrent dans la mer, et du coup avec des plans de pont et des ponts très sous l'eau en fait, souvent en fait, très humides. Là on a un bateau avec un franc-bord un peu plus important, avec beaucoup de spatulage, avec un design de carène, notamment à l'arrière aussi, qui fait que le bateau passe au-dessus de la mer. Et donc on peut sortir la tête en fait. On peut sortir la tête, et puis on a une barre qui est douce. Le bateau il se barre à deux doigts, on a l'impression d'être avec un dériveur, et pourtant c'est un bateau de 18 mètres qui fait 9 tonnes et qui va à 35 nœuds maintenant à certaines allures. Donc de réussir à prendre le manche dans ces conditions-là, sur un bateau comme ça, c'est, je pense, assez rare, et c'est pas, je pense qu'on doit être un des seuls bateaux à pouvoir faire ça. Et je pense que c'est un gros levier déjà pour sentir le bateau, comprendre ce que le bateau a besoin, et puis surtout c'est du gain pur en performance, parce qu'à la barre on arrive à aller plus vite aujourd'hui avec ce bateau-là aussi. Alors c'est pas quelque chose qu'on peut faire en solo, mais ça nous permet quand même en double je pense, d'aller un peu plus vite et puis de mieux comprendre le bateau surtout. Ça reste de l'équipage réduit, donc le pilote il va fonctionner plus que nous à la barre, on va pas barrer toute la transat. Mais par contre, il y a certains moments, je pense qu'on pourra se permettre de prendre le manche, qu'on sentira qu'il y a une vraie différence à faire, peut-être qu'on fera un peu plus que les autres. Voilà. On verra aussi, c'est encore un bateau qu'on découvre. Ce que je disais, c'est pour vraiment sentir ces contacts directs avec les safrans, on a le bateau dans les fesses, au bout des mains. Morgan en parlera encore mieux que moi, parce que souvent finalement, même quand je veux régler le pilote ou quand on veut régler le bateau, Morgan est un excellent barreur, de toute façon il est souvent appelé sur plein de supports aussi pour ça, il a ce truc aussi en plus. Et donc ça nous permet quand même d'aller chercher des détails dans nos réglages de manœuvre et puis nos réglages de pilote. Donc c'est là où c'est intéressant de pouvoir prendre le manche aujourd'hui.
sur un bateau? Déjà en termes de confort à bord, c'est des bateaux qui sont redevenus un peu humains. C'est vrai qu'on entend souvent dire que les IMOCA c'est un peu bestial, etc. Je ne sais pas s'il y a une omerta là-dessus, mais c'est la réalité des choses. C'est des bateaux, pour avoir la chance de naviguer sur des bateaux différents, ça fait partie des bateaux, c'est la classe de bateau où c'est le plus dur à vivre à bord. Hein. Clairement, des choses de la vie de tous les jours, que ce soit faire à manger, ou faire sa toilette ou autre, ça devient vite compliqué, la vie à bord est compliquée. C'est vrai qu'avec ce nouveau bateau, on a vraiment progressé sur ces aspects-là, sans même parler de performance. Donc ça agrémente un petit peu le plaisir de vivre à bord et de passer des moments ensemble avec Toto. Et puis c'est vrai que pour le coup on a coché cette case, on a coché aussi la case de la performance parce qu'on se rend compte que soit sur les courses d'avant-saison, sur les entraînements, qu'en plus c'est un bateau, au-delà d'être confortable, qui va vite et qui en plus effectivement donne du plaisir justement dans sa manière de se comporter. C'est un bateau qui est très vivant et qui valorise beaucoup l'investissement. C'est-à-dire que c'est pas une caravane où quand on fait quelque chose on le sent pas. C'est un bateau où dès qu'on modifie un réglage, que ce soit dans le pilotage ou dans le réglage des voiles ou dans tous les paramètres, tout de suite on est capable de sentir la plus-value et ça c'est hyper agréable. Ça encourage justement à s'investir sur les aspects de la performance. Et puis après, pour parler de du contact avec la barre, moi j'imagine toujours ça comme faut imaginer que le bateau c'est un avatar et qu'en fait c'est la manière de connecter avec son avatar, quoi. Et j'aime bien avoir cette image là, c'est vraiment en tout cas un des meilleurs contacts possibles avec la machine, qu'on peut humaniser aussi un petit peu et qui nous parle le mieux possible dans ce cadre là, quoi. En tout cas moi c'est le cas, et puis la notion de temps s'efface tellement il y a du plaisir et c'est ça qui est assez génial. Et en fait on essaye d'extraire de ces sensations là, de cette communication justement des choses qui pourraient permettre de faire avancer encore plus vite l'avatar. Et ça, je trouve que c'est sympa, quoi. En tout cas, moi, c'est ce qui me passionne. Alors, j'ai plein de défauts, mais ça, c'est un des axes où je prends du plaisir et où j'ai l'impression d'apporter une petite pierre à l'édifice. Ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est que je suis pas critique en termes de qualification sur le Vendée. J'ai participé à toutes les courses en IMOCA, donc je manque pas de 1000. Et donc l'objectif, il n'est pas d'arriver absolument en Martinique, il est d'y arriver en mettant toute l'envie et l'énergie pour aller le plus vite possible. On se dit pas du tout avec Momo que on va essayer on va préserver le bateau bien sûr, hein, parce que pour faire un résultat, il faut pas casser ou peu casser, et faut arriver de l'autre côté bien sûr. Mais on y va à 100%, quoi. Voilà. Effectivement, globalement le parcours ressemble à celui qu'il y avait il y a 2 ans, mais on sait que chaque course ne se ressemble pas, donc on s'attend à quelque chose d'assez différent. Notre statut est aussi un petit peu différent, même si c'est vraiment pas un frein. Mais ouais, c'est une nouvelle histoire. On parlait du nouveau bateau, mais c'est aussi une nouvelle histoire avec une météo qui sera certainement très différente aussi. Donc voilà, on ne connaît pas encore le scénario et puis on le découvrira jour après jour. Il y aura les aléas météo, il y aura les problèmes techniques qu'on pourra rencontrer. Et voilà, c'est quand même un bateau encore jeune, donc on s'y prépare aussi. On sait qu'il va falloir potentiellement sortir la caisse à outils ou pas. Mais bon, c'est quelque chose qu'on a dans un coin de la tête et c'est pas quelque chose qui nous arrêtera dans notre performance. Donc voilà, après, la chaleur, on avait beaucoup souffert de la chaleur il y a 2 ans. Donc c'est des petits détails, mais on s'y est préparé aussi dans la manière de préparer le bateau, nos habits, les petits ventilateurs, des petites choses qui vont nous aider à agrémenter un peu ces moments. C'est des moments aussi qui touchent à la performance, que avoir chaud, ça empêche de dormir, on peut avoir des problèmes dermato associés, etc. Donc c'est quelque chose à pas négliger et je pense qu'on a préparé aussi. Donc voilà, et puis le poteau noir, voilà, on va jeter la pièce. On essaiera d'arriver avec un peu d'avance pour être un peu tranquille, mais non, il y a une part d'aléatoire dans le poteau noir, même si avec les outils météo et puis la maîtrise, c'est surtout Thomas qui est sur la partie navigation, mais on a des outils qui permettent d'ajuster un peu plus le tir qu'avant peut-être. Donc voilà, des outils météo notamment, des outils de navigation, une précision météo globale qui permet de trouver le trou de souris plus facilement. On a un radar qui est aussi assez optimisé à bord. Donc voilà, on va essayer de se servir de ça au mieux pour traverser cette zone d'incertitude. Et là, remonter après une fois qu'on avait enroulé la marge de parcours, il y a 2 ans, on n'avait pas trop eu d'embûches. On était en tête de flotte à ce moment-là et on avait plutôt des conditions favorables par rapport au reste de la flotte. Mais on va espérer que ce soit le même scénario. Mais après, globalement, c'est du portant et le poteau noir, quand on retraverse, il est quand même vraiment moins violent.
voilà, faire peut-être un petit peu gaffe. Il y a une sortie de cours d'eau, là, de fleuve, je ne sais plus exactement. Peut-être qu'on peut avoir des surprises dans l'eau. Peut-être un peu de piraterie aussi. Je me souviens, il y a 2 ans, on a eu un doute un peu sur un bateau. Donc, on aura des petites surprises de course au large, mais ça va être des bons moments, ouais, c'est sûr. De prendre des départs de course avec des bateaux de 18 mètres de long et à 36, c'est ça aussi moi qui m'anime et je pense pareil pour le Morgan, c'est cette régate quoi. Un nombre de bateaux incroyable. Après évidemment il y a des bateaux plus récents, il y a des bateaux plus anciens, donc mais ça en fait une belle course du coup à tous les étages. Aujourd'hui il y a peut-être entre 10 et 15 bateaux qui sont capables de jouer le podium. Voilà, et après il y a quelques informations sur les courses d'avant-saison qui pourraient se détacher un petit peu, mais il faut faire attention, les courses d'avant-saison, c'est des courses courtes. Là c'est une course, voilà, c'est la vraie course au large de l'année. Donc non, je pense qu'on peut être nombreux à se tirer la bourre aux avant-postes. Ouais. Ah bah c'est Paul Vatine pour les premières Jacques Vabre. Moi c'est ma 6e. J'en ai fini 4, 2 fois. Du coup les 4 c'était en IMOCA d'ailleurs. Les 2 autres c'est en classe 40 où j'avais cassé le bateau. Mais c'est une course que j'aime beaucoup parce que justement il y a ce partage là que t'as pas en solo. Et ça fait du bien dans un cycle, dans un parcours vers le Vendée Globe aussi, hein, qui reste un gros objectif. D'avoir une année comme ça, avec plus d'équipage et plus de doubles, où justement on peut s'appuyer sur quelqu'un pour faire progresser les choses et puis tout simplement partager le truc. C'est vrai que le solitaire, c'est beaucoup d'engagement, et donc que ça soit pas full solo en permanence en IMOCA, je trouve ça super. Et du coup, la Jacques Vabre permet ça, quoi. Je retiendrai vraiment l'émotion de l'arrivée il y a 2 ans. J'ai revu les images encore hier là, à la soirée officielle, et c'est vrai que de revoir ça, moi ça m'a fait des frissons. C'est vrai que c'était des moments humains, sportifs, il y avait tout quoi. C'était la première, voilà, c'était incroyable. Et du coup, pour moi, c'est ça la Transat Jacques Vabre, c'est ces moments-là qu'on va chercher, qu'on va essayer de réitérer cette année différemment. Et on sait que le parcours est encore long, on se met d'embûches, mais c'est ça qu'on a comme objectif, quoi. Du plaisir, faire ce qu'on sait faire au mieux, avec le moins de freins possible, et puis un beau résultat mathématique qui en découle, quoi. Ça serait chouette.